Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Qui est constitué du pouvoir central, du pouvoir provincial et des entités territoriales décentralisées. Ne revenez plus sur les définitions. Je ne reviens pas sur la définition. Je ne reviens pas sur la définition. Je reviens sur les vrais problèmes. Alors, lorsque nous disons transférer, c'est comme si les autres entités n'ont pas le même pouvoir que le pouvoir central. Alors que le pouvoir de toutes les entités ou collectivités politiques sont définis par la Constitution. Alors, l'analyse d'Adolphe Mouzit, comme Jacques Fumuzanza l'a dit, veut dire seulement dire ceci. Nous voulons la subdivision politico-administrative qu'on appelle abusement découpage. Mais cette subdivision doit se faire dans le cadre de la décentralisation qui donne à ces entités leurs compétences et ressources. Et donc, si vous ne leur donnez pas leurs ressources et compétences, le découpage devient un suicide collectif. Je vais passer la parole à Bienvenue Marie Koumania pour nous donner peut-être en forme interrogative au besoin votre lecture de cette tribune qui a été aussi publiée dans votre organe de presse, Le Potentiel. Et j'en profite pour dire que nous allons passer à la deuxième phase de cette émission, pour aborder une autre question qui est en fait liée à la première, c'est-à-dire le budget. Oui, justement, il faut relever le fait que on est passé d'abord, on n'est pas une subdivision, une première subdivision, on est passé de 6 provinces à 9 provinces, de 9 provinces à 11 provinces, et de 11 provinces on veut aller à 26 provinces. Alors la question qui interpelle tout de suite, c'est de constater que le passage de 6 provinces à 9 provinces n'a pas réussi dans le sens d'une vraie décentralisation. C'est ça la crainte qu'aujourd'hui, qu'on puisse passer de 11 à 26 sans qu'on ait résolu ce péché originel qui datait déjà de l'époque des 6 provinces. D'une vraie décentralisation. C'est ça la crainte qu'aujourd'hui, qu'on puisse passer de 11 à 26 sans qu'on ait résolu ce péché originel qui datait déjà de l'époque des 6 provinces. On prend l'exemple de Kinshasa, la province de Léopoldville, avec Kinshasa, le Bandundu et le Bas-Congo. Est-ce que le patrimoine a été reparti comme il se devait? Aujourd'hui, les litiges subsistent et les preuves sont également là. En deuxième lieu, et là c'est l'interpellation que je pourrais faire en l'endroit de ceux qui représentent la personne qui a signé la tribune, c'est de constater que lorsqu'on visite les chiffres pendant la gestion Mouzito, c'est que lui accordé aux provinces, il s'est comporté exactement comme si ces entités n'étaient que des entités déconcentrées, au lieu d'être en face des entités décentralisées. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'aujourd'hui, cette attitude à travers les tribunes voudrait-elle dire que Mouzito se remet lui aussi en question, ou bien ça voudrait seulement, à ce stade, relancer les débats sans toutefois trouver des solutions à ces vrais problèmes qui se posent? Parce que le même comportement a perduré. On garde par déversoir au niveau du gouvernement central la part réservée aux investissements par les provinces. Je pense que c'est ça la vraie crainte qui est justifiée d'ailleurs, non seulement par Mouzito, mais partagée également par de nombreux Congolais. Oui, nous gardons cela comme une question à laquelle vous pourrez répondre, et nous pouvons répondre. Je voudrais saisir l'occasion justement pour poursuivre avec Fidèle Moussangou les côtés budgétaires de la chose. Parce que j'ai repris une phrase de l'auteur de la première tribune, qui est aussi l'auteur de la deuxième tribune, qui est la RDC, un État sans budget. La loi et les finances sont les véritables créatrices des entités territoriales. Donc, en même temps, il y a la loi qui dit qu'il faut découper. En même temps, ces entités doivent disposer de moyens financiers, c'est-à-dire de budget. On se rend compte, Bienvenue l'a dit, que et Mouzito et ses prédécesseurs, chacun voulait gérer
les entités territoriales financièrement comme des adultes attardés, en regardant par devers eux l'essentiel du moyen. Quel est votre avis? Vous avez aussi eu à publier les deux tribunes, RDC État sans province et puis RDC un État sans budget. Écoutez, nous sommes passés à côté du véritable problème que Mouzit a voulu dénoncer. Nous avons en face de nous d'abord un passé historique douloureux dans le sang, à cause de cette affaire de décentralisation des fédéralistes. N'oubliez pas, 60, nous sommes indépendants, la guerre commence, le sang de Congolais a coulé. Parce qu'il y avait les unitaristes, dont le Palou a fait les lombistes, et les fédéralistes, donc et immédiatement après la guerre éclate, le pays entre dans le sang. Et ça a pris presque 5 ans, 500 000 morts, parce qu'il y avait ces conflits-là de compétences. Les gens qui voulaient aller immédiatement au fédéralisme, et d'ailleurs même le nom, on n'appelait pas gouverneur, on l'appelait président provincial. Donc déjà l'idée du législateur était le fédéralisme. Mais les unitaristes qui ont pris les armes et 500 000 morts. Guizeng est parti, il n'est revenu qu'avec la gouvernance nationale. Oui. Maintenant, Mouzito l'a dit, mais il ne veut pas le dire ouvertement. Deuxième élément, il y a la violation de la constitution actuelle. On a violé le principe du parallélisme des formes. Un matin, on se réveille, le président de la République s'arroge le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales. Automatiquement, qui nomme les assemblées? Ce sont les provinces. Et maintenant, c'est l'autre qui peut dissoudre. Alors, comment voulez-vous arriver à une, comme il dit mon ami Adila, n'est-ce pas, les compétences constitutionnelles, les compétences financières, si quelqu'un, quelque part, du pouvoir central, peut dissoudre les assemblées et mettre la stabilité des provinces en jeu. Et d'ailleurs, Mouzito l'a dit, regardez la capacité productive et le poids démographique. Il y a une erreur, il y a une mauvaise lecture. Je vais aller pas loin. Vous voulez dire que l'Équateur est peuplé? Le Katanga est peuplé? C'est faux, monsieur. Les provinces peuplées, il faut prendre une brèche, une ceinture qui vient du Bas-Congo, qui passe par le Kwilu, le Kwango, qui arrive au Kassai, la partie Luba-Kassai, qui saute le Maniema et arrive maintenant au Kivu, chez les Bachi, au nord Kivu, et jusqu'à Aru. Les autres provinces, c'est des forêts habitées par des animaux préhistoriques. Vous allez au Katanga, monsieur, moi je connais Katanga. Hein? Si vous prenez le train, vous allez là à Dilolo, mais vous avez des villages de 3 personnes, de 3 huttes. Vous allez vers Kassou, même chose, même quand vous êtes au nord chez les Balouakat, c'est des villages éparpillés. Alors vous donnez au Katanga plus de moyens parce que le poids démographique, c'est faux. Vous en donnez à l'Équateur, c'est faux. L'Équateur, c'est Mobutu qui, Jacques le sait bien. Mobutu disait l'Équateur, la deuxième province peuplée, même la province orientale, c'est fou. La partie du sud ici n'est pas peuplée. Oui, alors c'est pour vous dire ceci. Quand nous revenons maintenant aux finances là-bas, dès lors qu'on a violé la Constitution, l'esprit et la lettre de la Constitution, le préambule, on a violé ça. Mais vous n'aurez pas les provinces, vous n'aurez pas la décentralisation, vous n'aurez même pas une province. Mouzito l'a dit poliment, politiquement. Mais il a voulu dire que si la province n'a pas les compétences, ni constitutionnelle, ni judiciaire, ni financière, et si la répartition des ressources nationales est faite de manière intéressée, comment voulez-vous maintenant que le Bandundu qui va toucher 10 millions de dollars, même quand on fait la rétrocession, sous ce que vous produisez? Alors, la caisse des précautions n'existe même pas. En fait, elle peut exister. C'est la faute du gouvernement central qui ne veut pas la créer pour suppléer aux provinces qui n'ont pas beaucoup de ressources. D'autre part aussi, il y a une autre question aussi de volonté politique. Le Bandundu est agricole. Le Bandundu a des mines. Le Kassai, les deux Kassai a des mines qu'on exploite, qu'on ne peut pas exploiter. Alors, si vous ne voulez pas maintenant développer les mines au Kassai, au Bandundu, l'agriculture au Bandundu, on a fait beaucoup en Zalozo. Ça, c'est un autre problème, un débat national qui veut que les paysans deviennent des ouvriers. C'est pour, je termine là, je termine là-bas pour dire ceci. La volonté politique n'y est pas pour créer des véritables provinces. La volonté politique n'y est pas pour donner aux provinces les moyens de son développement. C'est la volonté politique, les moyens sont là. Je repasse la parole à Willy Kalingay. Comme ça, cela va permettre
à nos invités du Palou de pouvoir ramasser une bonne fois pour toutes ces préoccupations ou interventions en forme d'interrogation. Oui, c'est vrai que Fidèle vient de soulever un problème réel. Sommes-nous en présence d'un problème idéologique ou sommes-nous en présence... Parce qu'en réalité, on se rend compte que le pouvoir central et les provinces ne sont pas dans un dialogue constructif. Et ça, c'est depuis longtemps. Donc il y a une guerre de pouvoir, en réalité, entre ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont dans les provinces. On ne peut pas non plus, parce que c'est constitué... Pourquoi je pose la question que John a posée tout à l'heure au début en disant, est-ce que ce n'est pas un calcul? Pourquoi faut-il le faire maintenant? Vous avez dit en luminaire que c'est constitutionnel, donc ça s'imposait. Moi j'ai dit, mais est-ce que le moment choisi n'est-il pas un moment suicidaire en lui-même? Est-ce que c'était ce moment, c'est aujourd'hui, en 2015, alors que nous avions déjà dépassé l'ensemble du temps de la mandature pour mettre ces provinces en marche? Donc la question qui se pose, qui reste encore, est celle-ci: est-ce que les provinces doivent-elles arracher leurs compétences constitutionnelles ou le gouvernement central doit leur transférer? Parce que on ne peut transférer que ce que l'on possède. Or, de par la Constitution, le pouvoir central ne possède pas ces compétences. Alors comment, le débat se trouve à quel niveau? Comment on discute des transferts alors que le transfert est déjà constitutionnel? C'est comme ça que je parle plutôt de... Il faut que ça s'arrache. Mais dans quel format? Voilà. Madame Sio, cette tribune qui a l'avantage de réunir les professionnels des médias et les acteurs politiques rebondit, vous l'avez certainement compris, sur deux publications majeures qui ont défrayé la chronique à leur manière. Alors, ces publications portées par Adolphe Muzito sont plus ou moins clarifiées par ces, j'allais dire, co-régionnaires, bon, bref, les membres, les cadres, les autres cadres du Palou. Vous avez là une succession des questions. Maître, vous avez la parole. Je commencerai par répondre à M. Bienvenu Marie. Et je pense que c'est plus ou moins la même réponse pour M. Willy Kalengai. Il a posé le problème pour le ministre Adolphe Muzito. Moi, je pense que nous devons faire la différence entre la fonction du Premier ministre et la responsabilité de toute une majorité. Parce que je pense que sa vision est effectivement de se remettre en cause lui-même. Mais je vous dis, c'est plus important de faire la différence. Pourquoi? Parce qu'en 2010, dans le petit ouvrage qu'il a publié, il a fait des propositions. Et vous savez que son gouvernement est entré plus ou moins avec 3 missions, et la mission d'installer les nouvelles provinces n'y était pas. Mais au moins en 2010, il démontre qu'on a déjà un problème, qu'on ne sait pas installer les provinces en 3 ans. D'où il fait des propositions. La proposition de la révision constitutionnelle qui devait consister à mettre en place la loi sur la programmation, ça c'est son projet. C'est lui qui l'a proposé, il propose qu'on révise. Mais aussi, il a posé les problèmes de la retenue à la source. C'est ce qui est important, hein, c'est-à-dire on ne peut pas, les provinces techniquement ne pouvaient pas retenir à la source. Ainsi que quelque part, le pouvoir central a un grand rôle en ce qui concerne le transfert. Il doit transférer les ressources. Il propose à l'époque... C'est l'unitariste qui propose, hein, parce qu'il est voilà. Il propose qu'on fasse la retenue à la source. Qu'on puisse supprimer le principe de la retenue à la source de 40% qui ne mettait que comme critère de répartition la capacité contributive. Il veut qu'on ajoute d'autres critères en révisant la Constitution. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Faites un peu la différence entre la responsabilité d'un homme et la responsabilité de toute une majorité. Il a fait encore une autre responsabilité sur l'axe qu'il a appelé infrastructure, en proposant que 10% du budget soit orienté vers la construction des infrastructures. 10% qui représente plus ou moins la Caisse nationale des péréquations. Ça n'a pas été respecté parce que les infrastructures n'ont pas été construites dans l'entretemps. Donc faites un peu la différence entre les deux responsabilités. Et aujourd'hui, il veut nous démontrer que voilà, il y a plus ou moins de propositions qui n'ont pas été respectées, mais en républicain, je fais de nouvelles recommandations. Je pense qu'on va les analyser à travers la deuxième tribune qu'il a faite. Donc, dans la première tribune, il pose le problème et dans la deuxième tribune, il fait des propositions. Et je pense que c'est un peu plus clair. Oui, je vais prendre d'abord une photo.
et je reviendrai avec sur vous, monsieur Jacques Mounzaza. On peut considérer que, à certains égards, aujourd'hui, Adolphe Mouzito joue au Ponce Pilate et se lave la main, alors qu'il est aussi responsable des actes posés. Je pense qu'avant de répondre à votre question, je vais voir la question de M. Willy, et c'est là où moi je suis à l'aise. Parce que selon nous, la troisième voie, le Congo a d'abord une première pauvreté au niveau conceptuel, au niveau spirituel, au niveau intellectuel et au niveau structural. Nous avons été révélés les problèmes, les conflits entre les unitaristes et les fédéralistes, pour tomber dans la décentralisation comme lié d'attente. Mais avec quelle pensée politique? Parce que les gens ne connaissent pas qu'on ne transporte pas le système politique sans pensée politique. Avant d'arriver à la volonté politique, il faut d'abord le savoir politique. Est-ce que vous voyez vraiment qu'au Congo, au niveau de la conception politique, nous sommes forts? Et si nous avons des faiblesses au niveau de la conception, nous ne pouvons pas avoir des capacités au niveau de la volonté, parce que le vouloir ne précède pas le savoir en politique. C'est le savoir plus le vouloir qui donne le pouvoir. Il se fait remarquer clairement que même le contenu de l'unitarisme pose problème au Congo. Même le contenu du fédéralisme pose problème au Congo. Ce n'est pas le pouvoir central qui a les compétences de donner quoi que ce soit aux provinces. C'est la Constitution qui a dit voici les compétences pour le pouvoir central. Voici les compétences des pouvoirs des provinces et des entités territoriales décentralisées. Voici les domaines de collaboration, point barre. D'où vient le mot transférer? Et ça revient à l'idée du régime centralisé qui considère que le pays appartient au pouvoir central et que ce pouvoir central doit continuer à gérer les compétences et ressources des provinces. C'est ça, le problème est dans nos têtes. Est-ce que nous avons, nous sommes décentralisés spirituellement? Alors, par rapport à la responsabilité d'Adolphe Mouzito, oui. Moi personnellement, je ne lui reproche rien. Pourquoi? Il gêne ses collègues de la majorité? Non. Si on dit qu'Adolphe Mouzito a provoqué à gêner, c'est qu'on n'a pas lu le contenu de cette tribune. Et si on a lu le contenu de cette tribune et qu'on n'est pas d'accord avec lui, je pense que la vraie question, c'était de constater qu'Adolphe Mouzito s'est comporté exactement de la même manière que ceux qui gèrent actuellement par rapport à l'affectation des ressources. C'était ça la vraie question. Parce qu'il affectait plus ou moins 10%. Mais les autres affectent plus. Mais là, je réponds. Adolphe Mouzito, par exemple, avec un budget de 2 milliards, a donné 2 millions de francs congolais de retenus, c'est-à-dire l'office de le mot transfert au pouvoir des provinces. Mais comment, avec celui qui a triplé les budgets, on peut leur donner les mêmes montants? Oui, voilà. Moi, je te viens 10 minutes pour dire ceci. J'ai évoqué le côté historique douloureux. C'était pour vous dire que ceux qui sont en train de crier au découpage comme s'ils venaient de réinventer la boussole ou d'inventer l'arche de Noé, mais ils doivent savoir que la question est d'abord politique. Il faut une volonté politique. L'argent est là. Parce que la caisse de péréquation, on peut la construire avec les ressources que nous avons. D'autre part, ça c'est criminel, nous allons transférer ces gens à la CPI un jour. Ils ne veulent pas qu'on crée des richesses. Et Mouzito l'indique. Avec des mots simples, évidemment, lui il joue à politique, moi je suis journaliste. Il y a moyen de gagner. Si maintenant vous voyez que Boukangalos va conduire le miracle, mais on n'a pas besoin de Boukangalos, on a besoin d'une pédagogie au niveau des populations congolaises. Faire comprendre aux gens du Congo qu'ils peuvent vivre ensemble. Et même si, voilà, au Katanga par exemple, pour Kingu s'oppose, et je l'appuie. Il nous reste moins de Kingu s'oppose parce que on veut le priver du cuivre. Et il dit, écoutez, c'est brutal, hein. Il sait très bien qu'au Manono il n'y a rien, enfin Manono il y a des richesses. Il dit, en attendant qu'on donne Manono, moi je m'accroche au Katanga. Vous touchez, je prends l'âge de guerre. Et c'est ce qu'il fera. Fidèle, je vais te donner la parole à Jacques Mounzaza et je reviendrai à José Nawesh que nous puissions interagir. Peut-être Maître, on terminera par vous avec quelques chiffres parce que ces deux tribunes, elles sont très calées en termes de chiffres. C'est une caractéristique d'Adolphe Mouzito. Oui, voilà, je voulais quand même répondre un peu à ce que j'ai entendu, ou si vous voulez rectifier un peu.
que Muzito se remettait en question et qu'il était le donneur de leçons, c'est ce mot que j'ai entendu, et que lui se met à l'écart, il fait peut-être des calculs politiques sans doute, et pourquoi maintenant cette programmation? Il y a des questions auxquelles on peut répondre. D'abord, Muzito, quand il était Premier ministre, la mise en action de cette décentralisation dépendait de plusieurs lois. Et en 2010, il a dit dans cette brochure, pour mettre en œuvre la décentralisation, il fallait plusieurs lois à ce moment-là. Aujourd'hui, toutes ces lois ont été votées, sauf deux. La loi organique de la caisse de péréquation, la loi sur la fonction publique provinciale et locale. Il n'est pas donné de leçons, d'ailleurs vous lui reprocherez de ne pas réagir, parce qu'il est de la majorité justement, qu'il veut contribuer. Sous d'autres cieux, moi je n'aime pas beaucoup comparer, mais sur le fait que je peux le dire, sous d'autres cieux, c'est quelqu'un que vous pouvez consulter. Oui, c'est quelqu'un que ses collègues dans une prochaine tribune peuvent consulter. Et s'il ne donne pas son point de vue, il serait coupable. Parce qu'il a géré, parce qu'il sait. Et ici, quand vous lisez la tribune, il n'y a pas de récrimination vis-à-vis de quelqu'un. Non. Il a travaillé. J'étais le jour où il disait à Matata ceci, le jour de la remise et reprise. Il y a des erreurs que nous avons commises, vous allez certainement le corriger. Il y a des choses que nous n'avons pas faites et vous allez le faire. C'est ça la continuité. Donc, cette tribune, il ne se met pas en exergue, mais il veut mettre les idées en disant, si nous continuons comme ça, et vous qui avez lu cette tribune, vous sentez le danger qu'on a mis la charrue devant le bœuf. Vous savez, il y a déjà une commission, mais cette commission va s'appuyer par rapport à... Et elle va avoir un sacré boulot. Oui, justement, je n'ai pas assez parlé. Disons que pour revenir d'abord à la culture même des tribunes, je crois que M. Fumototo a dit quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que la pensée chez nous, si elle n'est pas pauvre, elle est désincarnée. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas dans notre culture. Et pour ça, je voudrais vraiment saluer l'initiative du Premier ministre Muzito. Ça pouvait être notre Premier ministre, ça pouvait être un ministre. Là n'est pas le sujet. Ce n'est pas un problème de personne. Vous savez, voilà, grâce à lui, on a un vrai débat. La question du découpage territorial. Les techniciens l'appellent autrement, mais pour faire court, pour faire simple, découpage territorial. C'est une question majeure. On ne doit pas la prendre à la légère. On ne doit pas faire ça de manière cosmétique. Parce que tous les confrères ont rappelé que ce n'est pas nouveau. Mais je vous rappelle que le Kivu était Kivu avant d'être Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Mais quelles sont les compétences réelles? Quel est le contenu réel du découpage? Le découpage, ça ne doit pas être un effet de mode. Nous devons nous assurer que nous avons les moyens de donner un contenu au découpage. Si nous n'avons pas encore les moyens de donner un contenu à ce découpage-là, ça risque d'être cosmétique. Je crois que c'est extrêmement important. Et je termine aussi pour dire que finalement, ce qui est important dans les deux tribunes de M. Muzito, de mon point de vue, on peut lui reprocher, et c'est tout à fait normal, qu'en ayant géré l'État, il n'a pas fait ceci ou cela, c'est tout à fait normal, mais il me semble que dans le deuxième tribune sur l'État intitulé l'État sans budget, il a fait des propositions. Oui. Moi je pense que ces propositions mériteraient d'être analysées et éventuellement d'être intégrées si nous voulons réussir cette expérience. Absolument, merci beaucoup. On va peut-être terminer par là pour évoquer ces 5 propositions. Avec vous, maître Steve Kivata. Ok. Moi, je pense que le pouvoir central a une très grande responsabilité pour que la décentralisation devienne effective. Le constituant l'a prévu, mais pour que ça devienne effectif, c'est la responsabilité du pouvoir central. Et dans sa tribune sur l'État sans budget, il démontre que la responsabilité doit venir du pouvoir central. Comment? Premièrement, par la mise en place d'un vrai budget de l'État, parce que ça n'existe pas encore. La loi relative aux finances publiques... Il fait une différence entre les budgets de l'État... Le budget de l'État, le budget du pouvoir central, le budget provincial qui comprend le budget des provinces et le budget des ETD. Parce que c'est
à travers le budget que l'on voit comment fonctionne financièrement toute la République. Absolument. Du pouvoir central, en passant par les provinces, jusqu'aux ETD. Et c'est à travers le budget de l'État que l'on peut facilement voir comment est-ce qu'on peut évaluer les actifs, les répartir et déterminer les critères de répartition. D'où, dans cette proposition, il commence d'abord par demander la mise en place du budget de l'État, qui doit être voté avant le 15 mai de cette année. Il demande à ce que le gouvernement central puisse le voter, le présenter devant le Parlement, et il demande au même moment que la comptabilité générale de l'État, qui peut faciliter l'évaluation et la répartition des actifs, que l'on puisse y jeter un coup d'œil et le mettre en place. Et maintenant, dans les propositions, si le budget de l'État est mis en place, ça va faciliter à ce que l'on détermine ces actifs-là dont je parlais, mais dans la dernière recommandation, il demande la décentralisation effective. Il le demande au pouvoir central. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas philosophe, je suis juriste. Je sais que pour que la décentralisation devienne effective, il faut des lois. La loi sur la fonction publique provinciale, pour que les provinces commencent à nommer et à révoquer les enseignants, et même à déterminer leur salaire. Ce n'est pas les provinces qui vont créer cette loi. Il faut la loi sur la Caisse nationale de péréquation. Ce ne sont pas les provinces qui vont la voter, c'est le pouvoir central à travers son Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas philosophique. Les provinces ne créent pas leur décentralisation. Nous étions dans la centralisation avec des lois qui ont existé dans ces contextes. Eh bien, il faut que le pouvoir central prenne l'engagement. Mais, en dehors de la Caisse nationale de péréquation, où il dit que ça doit être mis en place à travers la loi pour qu'on puisse dissiper les déséquilibres, il dit en dernier lieu que cette Caisse nationale de péréquation, avec le 10%, elle sera insignifiante. Et il propose encore qu'on mette en place des fonds spéciaux de péréquation pour mobiliser des fonds extérieurs qui seront plus importants, que l'on pourra rembourser à long terme, pour que facilement qu'on puisse construire les bâtiments, les infrastructures routières, pour faciliter cette décentralisation. Oui, parce qu'affirme-t-il, il faut une dette qui puisse féconder l'État. Ça sera peut-être la suite de la prochaine tribu que nous pourrions faire dans le même contexte. Madame, Monsieur, tout le plaisir a été pour nous de recevoir sur ces plateaux des professionnels des médias, des analystes et des acteurs politiques, question de débattre sur une question d'actualité nationale. Vous nous retrouverez très bientôt sur les diverses chaînes de télévision sur lesquelles vous nous captez. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Merci à tout le monde.